Aujourd'hui, je vais vous parler du petit logo que l'on retrouve sur les emballages alimentaires, le Nutri-Score. Je pense que beaucoup de gens le connaissent. Le 26 juillet 2022, le comité scientifique du Nutri-Score a modifié de façon importante les règles de calcul de ce score nutritionnel. Je vais donc vous rappeler dans cette vidéo tout d'abord comment on calcule le Nutri-Score et ensuite quelles sont les modifications qui ont été apportées au calcul de ce score avec des exemples de produits alimentaires. Tout d'abord, le but du Nutri-Score est de comparer des produits alimentaires selon leur qualité nutritionnelle. C'est important de souligner qu'il faut comparer des produits d'une même catégorie alimentaire. Par exemple ici, des céréales petit déjeuner, on voit qu'on en a de classés de A à E. Par exemple, ce n'est pas très pertinent de comparer l'huile d'olive avec les céréales petit déjeuner. On peut également comparer des produits alimentaires de différentes catégories, mais avec un même usage. Par exemple, pour le petit déjeuner, on peut consommer des viennoiseries, des biscuits sucrés ou des céréales petit déjeuner. Et ben, on peut comparer ces trois types de produits ensemble. Un autre but du Nutri-Score est d'encourager les entreprises agroalimentaires à reformuler leurs produits vers des produits de meilleure composition nutritionnelle. Le Nutri-Score, il a été mis en place par des chercheurs et des médecins de l'Université Paris 13 et l'INSERM. Ça a été également coordonné avec Santé publique France, évalué par l'ANSES également. Initialement, ça provient d'un score nutritionnel anglais de la FSA, la Food Standard Agency. Des chercheurs d'Oxford avaient développé ce score nutritionnel afin de réglementer la publicité marketing alimentaire auprès des enfants. Le calcul du Nutri-Score va s'effectuer pour 100 grammes d'aliments. On va utiliser les données de la déclaration nutritionnelle obligatoire. C'est le petit tableau qu'on retrouve sur tous les emballages alimentaires. C'est donc des informations visibles par tout le monde. Il y a certaines personnes qui ont critiqué le Nutri-Score pour le fait qu'on utilise une comparaison par 100 grammes au lieu d'utiliser des portions. Il y a plusieurs raisons à cela. En fait, il n'existe pas de portion standardisée basée sur des données scientifiques. Ensuite, la taille de la portion, ça varie également selon le besoin énergétique, c'est-à-dire que ça varie également selon le sexe, l'âge, l'état physiologique de la personne. La portion nécessaire pour un enfant, un adulte ou une personne âgée ne sera pas la même. Ensuite, la plupart du temps, les tailles des portions sont principalement fixées par les fabricants eux-mêmes et les portions choisies sont souvent en dessous des consommations réelles. Maintenant, pour revenir au calcul du Nutri-Score, la première étape sera d'attribuer des points positifs et négatifs à différentes composantes alimentaires et nutritionnelles. On va donc retrouver des nutriments bénéfiques comme les fibres, les protéines, et des aliments bénéfiques comme augmenter sa consommation de fruits et légumes. Et à l'inverse, on aura des nutriments entre guillemets négatifs quand ils sont consommés en excès, comme le sucre, les acides gras saturés ou le sel. Je vous montre ici les tables de conversion qui sont utilisées pour attribuer les points. On va ensuite sommer ces points pour les composantes négatives et positives. Et selon le nombre de points négatifs, on aura deux méthodes de calcul. Ensuite, on va faire la différence entre les points négatifs et les points positifs et on aura un score final qui va varier en théorie de moins 17 à 55 points. Et ensuite, on attribuera une lettre. Donc le A, ce sera pour les produits alimentaires dont la composition nutritionnelle est plutôt bonne et E pour ceux qui sont moins favorables nutritionnellement. Il faut également noter que pour certains aliments spécifiques, la méthode de calcul est adaptée, donc pour les matières grasses ajoutées, les fromages et les boissons. Je vais maintenant vous présenter les nouvelles règles de calcul de ce Nutri-Score, règles qui ont été édictées par le comité scientifique du Nutri-Score. Je vous présente ici la liste des chercheurs et des médecins venant de 7 pays européens différents. Par rapport au précédent Nutri-Score, le seuil de points entre les notes A et B a changé. Il est passé de moins 1,0 à 0,1. Pour le calcul des composantes énergétiques et en graisses saturées, il n'y a pas eu de changement. Par contre, pour les sucres, il y a eu une première modification. Avant, un produit très sucré pouvait difficilement atteindre la note E. Maintenant, ce sera le cas. La nouvelle règle crée la possibilité d'atteindre jusqu'à 15 points négatifs à cause du sucre au lieu de 10 auparavant. Ça va plus pénaliser les produits sucrés. Si on prend les bonbons, avant il y avait 62% de bonbons notés en D, et maintenant avec le nouveau Nutri-Score, il y en aura 79% notés en E. De même, si on prend les crèmes glacées et les glaces, on passe de 17% de glace notées en E à maintenant 40% de glace notées en E. Pareil pour les pâtes à tartiner sucrées, on a globalement un déclassement d'une note.
Et maintenant, on n'a quasiment plus de pâte à tartiner sucrée classée en C. Pour l'évaluation du sel sodium, on va maintenant utiliser les teneurs en sel au lieu d'utiliser les teneurs en sodium. On va également passer à une échelle avec une notation jusqu'à 20 points négatifs. Ça va notamment pénaliser la charcuterie ainsi que les viandes ou les plats préparés à base de viande trop riches en sel. Pour les fromages, ils vont majoritairement rester classés en D. Si on prend les chips et les biscuits salés, on va voir qu'on aura beaucoup moins de chips classés en C et maintenant beaucoup plus en E. Pour les fibres, avec l'ancien Nutri-Score, on n'avait pas de discrimination claire entre les produits céréaliers complets et les produits céréaliers raffinés. Maintenant, la nouvelle règle est d'augmenter les seuils d'attribution de points pour les fibres. Maintenant, la majorité des céréales complètes vont rester en A et en B, alors que pour les céréales raffinées, elles vont passer soit en B, soit en C. Pour le pain blanc, c'est-à-dire des céréales raffinées, 27% étaient notés en A et 55% étaient notés en B. Avec le nouveau Nutri-Score, 78% des pains blancs vont être notés en C. De même, le riz blanc va passer de A vers B, alors que le riz complet va plutôt rester en A. Pour la composante protéique, on aura également d'autres modifications, avec une augmentation des valeurs seuil, ainsi que le passage à une échelle à 7 points positifs. Il y a également une nouvelle règle assez importante pour la viande rouge. La limite de points bénéfiques venant des protéines de la viande rouge sera limitée à 2 points maximum bénéfiques. Ça va donc pénaliser la viande rouge par rapport à la volaille ou d'autres produits protéinés. La teneur en protéines des fromages est souvent associée à la teneur en calcium, ce qui fait que les fromages riches en calcium seront plus souvent classés en C plutôt qu'en D. Il y a également des changements par rapport aux fruits à coque, c'est-à-dire les fruits oléagineux comme les cacahuètes, les pistaches, les noix. Avant, ils étaient traités dans la catégorie qui était un peu plus large, fruits, légumes, légumineuses et fruits à coque. Maintenant, les fruits oléagineux seront classés et calculés avec les calculs de matière grasse et d'huile. Avec ces nouvelles règles, ainsi que les nouvelles règles par rapport au sel, on va voir que les fruits à coque salés seront dorénavant plutôt classés en D et en E. Pour les matières grasses à ajouter, comme le beurre ou les huiles végétales, il y aura des modifications importantes de règles, particulièrement par rapport à l'apport énergétique qui sera uniquement calculé à partir des graisses saturées. Ça va donc en fait beaucoup plus pénaliser les produits gras riches en graisses saturées. Les huiles végétales avec des composantes fruits et légumes, c'est-à-dire l'huile d'avocat ou l'huile d'olive, vont pouvoir bénéficier des points positifs de la composante fruits et légumes. On va donc pouvoir retrouver l'huile d'olive classée en B par exemple, alors qu'avant elle était classée en C. De même, les huiles de colza, de noix, de tournesol oléique vont globalement être notées en B au lieu qu'en C. Le seuil entre les notes A et B sera également modifié pour les matières grasses. Donc globalement, avec toutes ces nouvelles règles, les plats préparés vont plus être notés en C, D et E par rapport à avant. Les poissons gras sans ajout de sel ou de matière grasse vont être mieux notés, c'est-à-dire qu'ils vont être plutôt notés en A ou en B. Les fromages plus salés vont être plus pénalisés et inversement. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces nouvelles règles, n'hésitez pas à lire le rapport du comité scientifique. Donc je vous mets le lien en description de vidéo, ça fait une centaine de pages en anglais. Maintenant, je vais parler de quelques aspects qui sont souvent critiqués par rapport au Nutri-Score. Il y a pas mal de gens qui se demandent pourquoi le score NOVA, c'est-à-dire le degré de transformation alimentaire, la présence d'additifs ou de résidus de pesticides n'est pas prise en compte par le Nutri-Score. Par ailleurs, si vous vous intéressez à d'autres logos nutritionnels qui ont été développés par d'autres agences scientifiques, il n'y en a en fait aucun qui incorpore ce type d'aspect alimentaire par rapport au degré de transformation alimentaire ou des additifs. Une des raisons, c'est qu'on a beaucoup moins de données d'exposition alimentaire par rapport à ces additifs ou aux contaminants pour définir des seuils où on va avoir un risque pour la santé. Les seuils qui sont souvent utilisés en évaluation de risque dérivent d'études animales, donc les études toxicologiques, mais en termes d'études épidémiologiques, on en a beaucoup moins chez l'homme sur ces additifs. La raison, c'est que les données sur les édulcorants, le degré de transformation, c'est plus compliqué à avoir. Et en fait, on peut très facilement mesurer la teneur en un nutriment dans un aliment, mais mesurer le degré de transformation, ça peut devenir un peu plus subjectif puisque ça dépend de la définition qu'on va donner à cette transformation alimentaire. Il n'existe pas de machine pour mesurer le degré de transformation alimentaire d'un produit, par exemple. Également, cette information-là n'est pas disponible sur les emballages alimentaires.
Ça répond également à la question qui revient régulièrement: pourquoi dans le Nutri-Score on n'a pas incorporé les teneurs en vitamines, en antioxydants ou en oméga 3? C'est tout simplement parce qu'ils ne sont pas présents sur l'emballage alimentaire ni dans la déclaration nutritionnelle obligatoire. Donc en fait, si on voulait incorporer ces données-là, il faudrait que les fabricants donnent ces données-là à Santé publique France ou soient obligés de les mettre. Et s'ils les transmettaient à Santé publique France, on pourrait très bien accuser les fabricants de donner des fausses données ou d'être un peu plus suspicieux par rapport à ça. Ensuite, c'est important de rappeler par exemple que pour certaines vitamines comme la vitamine C ou le bêta-carotène, c'est assez corrélé avec la consommation de fruits et légumes qui est prise en compte dans le Nutri-Score. Une des forces du Nutri-Score, c'est également la transparence en termes de protocole pour créer et développer ce score. Chacun peut recalculer chez soi le Nutri-Score. L'algorithme, il est complètement transparent, à la différence de d'autres applications comme Yuka qui vous donne une note, mais en fait, on ne vous explique pas comment cette note de 0 à 100 est calculée. Ensuite, c'est assez important de souligner que le Nutri-Score a été étudié en long et en large dans de très nombreuses publications scientifiques internationales, à la fois en termes de validation pour bien classer les aliments entre eux. Ça a également été testé en conditions réelles dans des supermarchés en France par rapport à d'autres logos. Et le Nutri-Score, c'était celui qui permettait d'avoir la meilleure qualité nutritionnelle du panier chez le consommateur. Ça a également été testé dans des essais contrôlés randomisés en supermarché virtuel. Et pareil, ça permettait d'améliorer la qualité nutritionnelle de notre assiette. Ensuite, ça a été testé dans différentes cohortes, que ce soit les études françaises, Suivimax, Nutrinext, ou espagnoles comme la cohorte SUN, ou la cohorte européenne EPIC. Et en fait, toutes ces études épidémiologiques ont montré que plus on consommait des aliments avec un Nutri-Score élevé, plus le risque de survenue de maladies chroniques diminuait. Et ensuite, pour créer un score nutritionnel, il faut suivre des lignes directrices rigoureuses qui ont été mises en place par l'OMS. Je vous présente ici la couverture de ces rapports. Donc c'est pas un score nutritionnel qui sort de notre chapeau magique comme ça. Et c'est pas non plus quelque chose de subjectif ou d'opaque. Et pour finir, c'est important de rappeler que le Nutri-Score s'incorpore parmi d'autres outils de prévention en termes d'éducation alimentaire et de politique de santé publique. Donc il faut rajouter à cela également tout ce qui est éducation nutritionnelle, encourager l'activité physique, voire taxer des produits alimentaires ou encourager certaines populations défavorisées à consommer plus de fruits et légumes, par exemple en distribuant des coupons de réduction. Et ce Nutri-Score ne se substitue pas non plus aux professionnels de santé de l'alimentation, c'est-à-dire les médecins et les diététiciens. Donc voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour des nouveautés par rapport au calcul de ce Nutri-Score. Je pense qu'il n'existe pas de score parfait nutritionnel ou même de score santé intégratif total actuellement, avec un niveau de preuve élevé pour déterminer un peu le pronostic de votre santé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Les sources sont également en description de vidéo. J'ai également un compte Instagram et Twitter et Facebook où je publie régulièrement de l'actualité scientifique, pas toujours en lien avec l'alimentation.